Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure les amis, c'est l'heure de la finale. Inter de Milan contre le Barça, avant-match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Gros match qui s'annonce demain, grosse pression qui monte. Bon, je la ressens pas encore personnellement, mais voilà, la pression va monter tout doucement. C'est une place en finale qui se joue. C'est pas un trophée qui se gagne, mais c'est un trophée qui peut se perdre, encore une fois. Donc il faut absolument aller gagner là-bas, sinon ça me paraît assez compliqué. Si on fait match nul et qu'on va en prolongation, c'est aussi compliqué parce que le week-end prochain, on a un match, gros match, classico qui peut décider aussi de la Liga. Donc là, cette semaine, elle est décisive. Elle est décisive cette semaine. Vous vous souvenez, on parlait des semaines décisives, on en parlait, il y en avait qui posaient la question quand il y avait Bayern et un classico en Liga, mais ça c'était au début de la saison. Et il y en a déjà qui disaient, est-ce que c'est une semaine décisive? Pas spécialement, tu vois. Là, on est à la fin de la saison, on est le 5 mai aujourd'hui, et cette semaine-là, elle peut te faire perdre la Ligue des Champions. Potentiellement, en tout cas ne pas te la faire gagner, et potentiellement tu peux changer aussi la donne négativement en Liga. Si tu perds ce classico, tu es toujours premier, mais tu laisses le Real revenir petit à petit, et il peut se passer beaucoup de choses avant la fin de la saison. Donc cette semaine-là, elle est très importante, et les joueurs vont avoir peut-être beaucoup de pression, mais il est temps de montrer que cette saison-là n'a pas servi à rien, disons, dans le sens où on n'a pas fait tout ça pour rien plutôt, tu vois. On a proposé un très beau football, l'équipe a montré beaucoup de caractère, beaucoup d'envie, beaucoup de qualité dans le jeu, tout ça. C'est pas le moment de s'effondrer. Donc cet avant-match là, il va être assez spécial parce que je vais revenir un petit peu en images. On va sortir quelques séquences qui m'ont un petit peu, on va dire, sauté aux yeux. Je vais pas faire une grosse analyse du match aller, mais en gros, je vais vous montrer quelques séquences que j'ai trouvé intéressantes, disons. Tout d'abord, je vais vous afficher deux pass-maps de l'équipe du Barça, donc première mi-temps et deuxième mi-temps. On va voir un petit peu ce qui a changé selon les mi-temps et qu'est-ce que la sortie de Gérard Martin et l'entrée surtout d'Inigo Martinez, enfin le placement d'Inigo en latéral gauche, qu'est-ce que ça a un petit peu changé sur l'équipe. Évidemment, il faut prendre la physionomie du match aussi en compte, le fait que ça soit une deuxième mi-temps et que l'équipe a poussé aussi peut-être pour aller chercher la victoire, et peut-être que ça a modifié certaines choses aussi dans le jeu, dans les intentions de certains joueurs. Mais ce qu'on voit pour la première mi-temps, déjà on voit un Gérard Martin très collé à la ligne, au contraire d'un Jules Koundé qui était un petit peu plus à l'intérieur du jeu, plus en soutien de Lamine Yamal. Souvent ce qu'on voyait, c'est qu'il était un petit peu derrière lui, qui se proposait de temps en temps à faire des appels dans la profondeur, il essayait de libérer un maximum Lamine Yamal, mais on voit que Lamine Yamal est le plus haut et le plus écarté, on va dire, côté droit, et on voit que Gérard Martin est très écarté côté gauche, mais on voit très peu, voire aucune connexion, relation entre Gérard Martin et Rafinha. On a vu, c'est un peu ce qui a été dit chez les supporters aussi. Ils ont dit Rafinha sans Baldé, c'est plus compliqué. C'est vrai. Gérard Martin n'est pas un profil qui va beaucoup. Il n'a pas un profil vraiment de joueur qui va prendre la profondeur, qui va prendre le couloir, qui va faire les appels. Plus être un joueur vraiment qui joue dans les pieds, qui va chercher la passe axiale, la fameuse. Celle dont je parle de temps en temps, et on voit que Gérard Martin sur la passe map, on voit qu'il va chercher Pedri par exemple, mais on voit qu'il va très peu chercher Rafinha. Donc Rafinha avait très peu de ballons malheureusement. En deuxième mi-temps, ça a un peu changé et on voit un Inigo Martinez qui est tout autant collé à la ligne. Je sais pas s'il est aussi haut que Gérard Martin, mais en tout cas on voit une grosse relation, beaucoup de passes entre Inigo Martinez et Rafinha. Donc ça a probablement changé la donne, ça a probablement rendu, on va dire, Rafinha un petit peu plus important dans le jeu. Et on voit que De Jong aussi a touché beaucoup plus de ballons en deuxième mi-temps, et Pedri un petit peu moins en deuxième mi-temps, ce qui a changé aussi potentiellement notre manière de jouer. On voit que Ronald aussi est rentré dans l'axe, qu'il a touché limite plus de ballons, en tout cas qu'il a fait plus de passes que Pau Cubarsí, ce qui est quand même assez étonnant, mais Pau Cubarsí a été remplacé aussi à la fin par Christensen, donc ça peut s'expliquer aussi. On voit aussi que Fermin Lopez, quand il est rentré, on voit son positionnement. Là, c'est le positionnement au moment des passes, évidemment, sur le terrain des joueurs pendant la deuxième mi-temps. Donc c'est-à-dire qu'on a par exemple Gavi et Pedri, et on voit que le positionnement n'est pas le même. Ça veut pas dire qu'il y a eu 14 joueurs sur le terrain, ou 13, ou j'en sais rien, mais il y a eu les remplaçants. Donc on voit par exemple Dani Olmo et Fermin Lopez n'ont pas vraiment le même positionnement. On voit que Fermin Lopez est beaucoup plus axial que Dani Olmo par exemple. Donc on va passer maintenant à quelques séquences. J'ai sélectionné 5-6 séquences. On va essayer de faire rapide quand même, pas faire une vidéo
trop longue. Donc là, ça c'est direct. Hein. Entame de match, il y a l'Inter qui joue en défense, qui va dégager le ballon, le Barça qui essaie de presser. Et là, on voit probablement peut-être un manque d'agressivité. On m'avait dit, oui, le premier but, c'est à cause de De Jong, il ne saute pas. Alors, j'avais plus le but en tête et j'avais dit, bon, bah, faudra que je revoie le match pour vous donner mon avis. Et là, en fait, y en a qui disent que c'est de la faute de Jong là, sur ce duel-là, raté. Alors certes, oui, il rate le duel, mais c'est de sa faute si on se prend un but. Alors, peut-être le départ de l'action, effectivement, oui, De Jong manque d'agressivité, se fait manger par Lautaro qui arrive de beaucoup plus loin. Et peut-être qu'on pourrait se dire que c'est pas normal, sauf que bon, le but, il arrive quand même, bon, pas beaucoup plus tard, hein, mais 15-20 secondes après, tu vois. Donc il s'en est passé des choses entre-temps. Bref, donc on voit là clairement, hein, c'est au niveau du pressing, on voit, mais ça c'est pas forcément étonnant. Ce qu'on voit surtout, c'est déjà, dans un premier temps, là, ce qui saute aux yeux, on va dire, c'est le placement de Dumfries de l'autre côté. On voit qu'il est volontairement très très écarté, il y a tout le bloc de l'Inter, et on voit qu'il est volontairement de l'autre côté très haut et très loin. Pour justement, si on arrive à toucher un relais dans l'axe, qu'on le fasse partir en fait en profondeur dans le dos de la défense, et c'est ce qui va se passer. On voit Koundé qui est monté très haut, pressé Di Marco, le piston, peut-être quelque chose qu'on va revoir dans la vidéo, mais en tout cas c'est les latéraux qui allaient presser les pistons, tout simplement, et nos trois attaquants qui pressaient les trois défenseurs adverses. Donc là il y a un problème déjà évidemment dans le duel. Si ça avait été Koubarsi, je pense qu'il aurait gagné peut-être son duel, ou en tout cas il aurait gêné un peu plus Lautaro. Là effectivement De Jong, bon, manque d'agressivité, ce qui fait que derrière on a un problème. On perd ce duel là, le ballon arrive sur Thuram qui va pouvoir jouer en retrait sur, alors je pense que c'est Barella ou Mkhitaryan, je sais pas trop. Je crois que Mkhitaryan était du côté de Lamine parce qu'il a souvent défendu avec Di Marco. Donc je dirais Barella ici. Effectivement, il y a un manque d'agressivité. On perd deux duels. On perd le duel aérien, on perd le duel après. Thuram qui a le temps de le contrôler et l'a donné à Barella. Barella qui est pas vraiment la passe. La passe n'est pas coupée par Pedri qui est peut-être légèrement en retard aussi, qui est un petit peu trop peut-être spectateur, qui a pas prévu, anticipé disons plutôt la passe. Et donc on arrive à trouver le milieu face au jeu. Et qu'est-ce qu'on a? On a un bloc tout regroupé, donc évidemment le bloc du Barça aussi qui est attiré de ce côté-là, et on joue de l'autre côté, dans le dos de la défense, dans le dos du latéral, sur Dumfries de l'autre côté. Et sachant que de l'autre côté, on a Di Marco qui fait l'appel. Donc on sait que quand on joue en 3-5-2, les pistons dans ce système-là sont très importants pour étirer la défense, pour partir en transition offensive, disons, quand ils passent de la défense à l'attaque. On sait que les pistons dans ce domaine-là, dans ce système-là, sont très importants parce que ça va jouer, ça va chercher des points d'appui dans l'axe, des points d'appui sur les BU. Les BU qui vont remiser sur les milieux et les milieux qui vont faire partir les pistons. C'est la logique. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. On a les attaquants qui viennent toucher la balle, qui remisent sur le milieu et qui font partir les pistons. De l'autre côté, de chaque côté, je veux dire, on a les pistons. On a Dumfries là-bas et on a Di Marco qui va attaquer du côté de Koundé. C'est d'ailleurs ça que va essayer de chercher Dumfries. Il va essayer de chercher Di Marco de l'autre côté, faire un centre. Malheureusement, Koundé, bon, repousse. Koundé qui fait un bon retour. Ça s'est joué à rien. Après, ça se joue vraiment sur des détails, ce but-là. Parce que il repousse Koundé, c'est bien, mais ça passe à quelques centimètres de Pedri, en fait. À peu de choses, il y a Pedri qui récupère la balle et il n'y a pas but, tu vois. Donc ça se joue à des détails, mais c'est comme ça, c'est le football. Derrière, il y a un centre, encore une fois, sur Marcus Thuram. Et là, Inigo Martinez qui glisse. Tu vois, le centre en soi, il est pas ouf. Si Inigo il glisse pas, peut-être qu'il peut dégager facilement, tu vois. La défense est plutôt bien placée, on va dire. Il y a Inigo qui est au premier, Koubarsi juste derrière, Koundé qui prend pas le deuxième, mais qui protège plus plutôt Di Marco. On a De Jong qui est au point de pénalty aussi. Si jamais Thuram fait une remise pour un milieu entrée de surface, De Jong il est là. Donc en soi, c'est correct, tu vois, en termes défensifs. Sauf que Inigo il glisse et Marcus Thuram il sort le geste de sa vie. C'est même pas comment il a fait. Je suis peut-être de mauvaise foi, mais en tout cas, bon voilà quoi. C'est un très beau but, hein. Attention, je dis pas, très beau but. Mais il y a combien de chances pour qu'il mette ce but-là en vrai Si Inigo il glisse pas, si Koundé dégage la balle, ça arrive dans les pieds de Pedri. Voilà, bon, comme je l'ai dit, ça s'est joué à des détails, mais voilà, avantage Inter qui ont marqué très tôt, au bout de 30 secondes, premier but. Et derrière, ça conditionne évidemment le match. 6 mètres du gardien, autre séquence, là on joue la 3e minute. 6 mètres du gardien sur le défenseur central gauche, donc je pense que c'est Bastoni, j'imagine. Et là, on a une équipe du Barça qui est pas très bien placée parce qu'on avait attaqué de l'autre côté, on avait mis le pressing en fait.
Rafinha qui avait pressé énormément fort sur le défenseur là-bas, je crois que c'était Bissek, il me semble, à droite. Et donc on avait tout un bloc, on va dire, du Barça, en tout cas Ferran et Olmo qui étaient de ce côté là-bas. Le gardien qui relance vite, l'importance d'avoir un gardien qui comprend le jeu aussi, qui relance vite sur son défenseur de l'autre côté. Et donc là on a Olmo qui n'a pas eu le temps de se replacer. Et là on va avoir petit problème parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les 3 attaquants qui pressent les 3 centraux adverses. Donc Lamine qui est sur son joueur. Et là Koundé, normalement, il monte pressé sur Di Marco. Sauf que le problème, c'est qu'on a Mkhitaryan ici qui est seul. Donc Koundé, là, il a 2 joueurs à prendre, 2 joueurs qui sont très très espacés. Logiquement, tu dois davantage fermer l'axe, parce que c'est ça qui est le plus dangereux, c'est de laisser l'axe, on va dire, ouvert. Et donc Koundé qui se dirige un petit peu vers l'axe. La passe, donc, il l'a fait sur le côté. Di Marco qui va trouver Lautaro, qui vient en point d'appui et qui va prendre la profondeur derrière. Il va y avoir un petit peu... Ils vont un peu se rater, il va essayer de lui donner en pleine course, mais il va y avoir récupération du Barça. En tout cas, Di Marco va essayer de jouer dans l'axe là, ici, il va essayer de jouer sur Mkhitaryan. Ce qui est assez intéressant dans l'équipe, dans le système de l'Inter, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui font des appels contraires. C'est-à-dire qu'on a Lautaro qui vient chercher le ballon dans les pieds, on a Di Marco qui prend la profondeur. Une fois que Di Marco il a la balle, et là on voit Lautaro ici qui est revenu dans les pieds, eh bien il y a le milieu de terrain qui prend la profondeur, qui fait l'appel vers l'avant, là, tu vois, qui remplace Lautaro. Donc ça désorganise évidemment ce bloc du Barça et ça peut créer des brèches, des espaces, disons. Quand on voit ici l'espace, on voit que le bloc du Barça il est pas du tout compact ici. C'est pas un problème parce qu'on va récupérer la balle, parce que voilà, c'est mal donné. Mais si Di Marco arrive à mieux trouver Mkhitaryan derrière, il peut attaquer cet espace là ici. Pedri il sera obligé de sortir ici et ce qu'on aura, c'est ces 2 milieux de terrain ici qui pourront venir. Thuram qui peut prendre la prof et attirer Gérard Martin, et de l'autre côté on a Dumfries qui est libre. Donc c'est vraiment dangereux, mais c'est ce qu'ils font très souvent. Ils arrivent à trouver un côté et à faire un escalier où ils vont essayer de chercher les milieux et changer de côté rapidement pour trouver l'autre piston de l'autre côté. C'est du classique, c'est du basique, mais ça fonctionne très bien. Donc ici on a le Barça quand même qui récupère la balle, De Jong qui intercepte la passe de Di Marco, qui remet sur Koundé qui revient derrière, De Jong qui revient sur Inigo. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un avantage un certain avantage du positionnement de Di Marco. Di Marco qui, à la perte de balle, va essayer de presser, harceler, suivre De Jong qui va jouer jusqu'à son défenseur central ici, Inigo qui a la vista et qui a la qualité de passe. Et si Di Marco est bien ici, où est-ce qu'il n'est pas? C'est sur Lamine Yamal. On sait que Di Marco pendant tout le match il a essayé de défendre sur Lamine Yamal. On sait aussi qu'il s'est fait aider par soit Bastoni soit Mkhitaryan, et là Mkhitaryan est ici aux côtés de Dani Olmo et là Di Marco est là. Donc qui est-ce qui est seul? C'est Lamine Yamal, ce qui apporte un certain danger sur la défense de l'Inter. Malheureusement on n'a pas réussi à vraiment faire la différence, mais c'est un point qu'il faut peut-être travailler. Ça peut être un avantage de jouer comme ça en contre-attaque rapide, profiter du mauvais placement des défenseurs adverses, des joueurs adverses, pour être efficace en contre-attaque. On sait que le Barça en termes au niveau des contre-attaques c'est plutôt pas mal cette saison, hein, très efficace, très bon, très fort. Donc là, il y avait moyen de faire peut-être mieux, mais on voit quand même qu'il y a Mkhitaryan qui essaie de revenir ici, et Dani Olmo qui part dans le dos de Mkhitaryan, qui attire aussi ce central, et on voit qu'on est en supériorité. Malheureusement, Lamine Yamal va peut-être mal jouer, il va vouloir trop y aller seul, au lieu d'essayer de trouver Olmo, tout simplement. Là, on voit, hein, même à la fin de l'action, quand on perd la balle, on est toujours en supériorité. Certes, il y a la défense qui revient derrière, mais il y a Olmo, il y a Ferran, il y a Rafinha. C'est vrai que aussi, ce qu'on a dit, c'est après le match contre l'Inter, il y a eu pas mal de critiques sur Olmo, comme quoi il n'a pas été assez intéressant dans le match, tout ça. Mais surtout, Olmo n'a pas touché beaucoup de ballons. Souvent, il était seul, et j'ai pas montré toutes les séquences et tout ça. Je me suis pas focus là-dessus. Mais il y a plusieurs séquences où Olmo était assez seul, faisait des bons appels, et pourtant il n'était pas forcément servi, que ce soit par Lamine, par Rafinha ou par les milieux de terrain aussi par moment. Bon, ça c'est juste une petite capture pour vous montrer le positionnement des joueurs de l'Inter. On voit un bloc du Barça médian, on va dire, hein. On a dû peut-être récupérer le ballon, je m'en souviens plus, et on relance tranquillement. On voit Koundé et Lamine très proches, hein. Koundé qui est toujours un petit peu derrière Lamine, mais on voit très clairement le bloc de l'Inter, hein, avec Dumfries côté ici, côté Rafinha. Alors Rafinha il va peut-être rentrer dans l'axe après, Gérard Martin va monter, mais ce qu'on voit c'est surtout des pistons qui défendent pas sur nos latéraux. Ils viennent pas presser les latéraux. Di Marco, il vient pas presser le Koundé, en vrai de vrai. Regardez le bloc de l'Inter, quand on avance un petit peu, il recule là. Donc il laisse très peu de place à de la profondeur. On sait qu'on a des joueurs qui peuvent prendre la profondeur, comme Ferran Torres, Rafinha,
ou même Dani Olmo qui peuvent faire des appels dans le dos de la défense. Et là, ce qu'on voit, c'est un Barça qui est pas forcément très dangereux. On fait monter le bloc, tranquille, et on voit le bloc de l'Inter qui recule tranquillement, hein, sans forcément courir vers ses cages, mais qui recule, qui empêche cette prise, on va dire, de profondeur, ces appels dans le dos de la défense. Et on voit que Di Marco, il va pas presser, harceler. Bon, là, c'est le début du match. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, ça a changé. Comme j'ai dit, j'ai pas montré toutes les séquences, tout le match non plus. Mais là, en début de match, en tout cas, ils mènent 1-0 et qu'est-ce qu'ils font? C'est ils laissent monter le bloc, mais ils pressent pas. Vraiment, Di Marco est pas du tout agressif sur le porteur. Même les milieux sont pas forcément très agressifs. Ils laissent un peu faire, quitte à vraiment boucher l'axe, l'axe ou empêcher Lamine Yamal d'attaquer en étant 2 ou 3 autour de lui, mais plutôt bas sur le terrain. Autre petite séquence, donc là encore une fois on voit le positionnement, donc là c'est vraiment le début du match toujours, hein. On voit Di Marco et Mkhitaryan qui essaient d'enfermer Lamine sur un côté, on voit Gérard Martin qui est très esselé, hein, à l'image de ce que Dumfries faisait tout à l'heure. Notre latéral gauche c'est un peu la même chose, il va écarter un maximum sur le côté pour étirer cette défense. Bon, là les défenseurs s'en foutent, ils vont pas aller sur Gérard Martin qui est complètement seul, mais en tout cas il reste sur le côté un petit peu seul. Et là qu'est-ce qui va se passer? On va toucher les milieux, en l'occurrence Pedri, pour faire sortir un petit peu ces milieux, parce que là on a quand même un gros bloc, on peut appeler ça un bus si vous voulez, de l'Inter, avec la défense à 5 ici et les 3 milieux de terrain ici. Donc Barella, je m'en souviens plus qui était au milieu de terrain, je vous avoue, s'il y avait un Fratesi ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mkhitaryan, Barella et... Ah non, c'était Çalhanoğlu, je suis fou. Je l'avais oublié. Bon, on l'a pas trop vu dans le match, j'ai l'impression aussi, mais il était là, il était sur le terrain. Et donc, là, ce qu'on a, c'est toujours minimum une prise à 2 sur Lamine Yamal, quand il n'y a pas Bastoni qui est aussi dans le coin. Et donc là, Lamine qui va aller trouver le milieu, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire sortir là, ce milieu de terrain. Déjà, on sait que Mkhitaryan, il est sur Lamine. Donc, à lui tout seul, Lamine, il attire au moins 2 joueurs. Donc ça enlève un milieu de terrain. Si on arrive derrière à toucher rapidement un milieu de terrain, on a un autre milieu de terrain adverse qui vient sortir sur nous. Et là, on a Frenkie qui est seul. Donc Pedri, il joue vite. Donc déjà, on a 2 milieux de terrain qui sont battus. Et là, un espace ici dans le dos des milieux qui se crée. Avec rien que la passe de Lamine sur Pedri, ça crée déjà un petit espace ici. Ça peut faire sortir les défenseurs aussi. L'objectif, c'est ça. C'est de désorganiser cette ligne aussi défensive et surtout cette défense à 3. Et qu'est-ce qu'on a ici en termes de placement? On voit, hein, on avait entendu ça comme quoi Rafinha n'était pas trop axial parce qu'il n'y avait pas Baldé contre l'Inter, je sais pas quoi. Je suis désolé, mais non, pas du tout. Ce qu'on voit, ça change rien. Qu'il y ait Gérard Martin, Baldé ou quoi, ça n'apporte pas la même chose sur le terrain. On est d'accord avec ça, mais ça change pas forcément le positionnement de Rafinha. Rafinha par moment va aller coller à la ligne là-bas pour se faire oublier, on est d'accord. Mais là, quand on attaque, quand on est en place, quand on fait des attaques placées, tout ça, on a Rafinha qui est très très axial. On joue presque à 2 attaquants en fait, comme peut le faire l'Inter en fait. On est presque en 3-5-2. Et encore, on a juste 2 défenseurs nous. Donc on est plus en 2, 3, 5, j'en sais rien. Mais on voit hein, Olmo qui est passé de l'autre côté, voilà, qui occupe un peu cet espace ici. On voit que Dumfries est plus focus sur Olmo. Et on voit nos deux attaquants, donc Rafinha et Ferran, qui attirent l'attention des 3 centraux. De Jong, il va trouver assez rapidement et facilement Ferran Torres. Et on voit Ferran Torres, il attaque pas forcément. Il y a très peu d'espace. On sait qu'il n'est pas très fin dans les petits espaces non plus. Ferran Torres, c'est pas sa spécialité. Mais en tout cas, avec ce petit contrôle là et son positionnement surtout, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il attire les 2 défenseurs là. Et qu'est-ce que fait Pedri? Il part dans le dos ici de Bastoni. Bastoni qui est un peu attiré justement par le ballon. Et qu'est-ce qu'ils font les deux? Les 2 reculent en fait. Donc on est arrivé quand même par le positionnement de nos joueurs, par notre jeu de passe par moment, à désorganiser un peu cette défense. Même si on n'arrivait pas trop à leur faire mal, on a réussi. Il faut travailler là-dessus encore une fois. On avance un petit peu, Pedri qui est revenu sur Lamine et Lamine qui va un peu attaquer aussi. Et qu'est-ce qu'on a ici? Encore une fois, Di Marco, Mkhitaryan sur Lamine et derrière il y a même Bastoni qui est là au cas où. Donc là, Lamine il est vraiment dans des petits espaces. Donc là, quelque chose d'intéressant aussi, Lamine qui revient sur son pied, à l'intérieur du jeu, il va trouver, malgré la présence de Marcus Thuram, il va trouver Fermin ici. Ce qu'on avait avant aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, ici on a très peu de mouvement. Très peu de solutions quand même. Lamine Yamal qui est... Bon, alors, après le problème c'est que c'est tellement fermé que les attaquants peut-être se disent « ça sert à rien d'y aller, on va rien apporter », tu vois, il va pas pouvoir faire de passe. Il y a beaucoup de joueurs dans l'axe, hein.
Je l'avais précisé dans l'avant-match du match aller. Je l'avais dit, attention, parce qu'ils posent un bus, l'Inter, qui gagne ou pas, c'est tout le temps ça. Ils mettent beaucoup de joueurs dans la surface. Quand il faut défendre, regardez Marcus Thuram. Il est attaquant de pointe, faut le rappeler. Il est dans sa propre surface en train de défendre. On joue la 5e minute. On joue la 5e minute. Certes, il gagne déjà 1-0, mais on joue la 5e. On n'est pas à la 92e où il faut garder le résultat, aller tous en défense. Non, non. C'est le début du match aller. Et les mecs sont déjà tous en défense. C'était prévu. Ils avaient fait ça contre le Bayern. Ils font ça contre le Barça. C'est pas étonnant. Donc là, Lamine, qu'est-ce qu'il a comme choix? S'il arrive à passer là, ou enfin, en tout cas à faire une passe, derrière, regardez le nombre de joueurs qu'il y a par rapport au nombre de joueurs du Barça. Regardez premier poteau, ils sont dans leur cage, les types. Du football bien italien comme on l'aime. Et donc, là, il n'y a pas vraiment de possibilité et il n'y a pas trop de mouvement des joueurs du Barça. Sauf que Lamine va réussir à trouver la passe sur De Jong qui fait son appel. Là, regardez, il lève la main. Présent. Et qu'est-ce qu'on a au moment où il y a la passe de Lamine? Regardez Olmo, regardez les déplacements des joueurs de l'Inter et regardez le déplacement d'Olmo. Franchement, Olmo dans ses déplacements est très intelligent et très explosif, très rapide. Le problème, c'est que De Jong ne l'a pas vu. C'est pas très grave. Je dis pas que c'est un scandale, mais en vrai de vrai, ça aurait été très intéressant. En vrai de vrai, oui. Si jamais De Jong fait semblant de revenir, il l'a vu du coin de l'œil, il fait son appel ici dans cette zone là, et De Jong fait un petit extérieur du pied, ou alors il se remet vite sur son pied intérieur, tu vois, et il fait plat du pied sécurité dans cette zone. Regardez Olmo son déplacement ici. En fait, il prend à contre-pied toute la défense de l'Inter. Et le problème, c'est que De Jong, voilà, après il va la décaler, Inigo qui est très haut, voilà. Mais il y a eu des déplacements intéressants. Même là, en vrai, même là, hein, même quand c'est un peu trop tard, que Olmo s'est arrêté, il peut encore la donner, Olmo. Et Olmo ici, il peut attirer les centraux sur lui, et il fait une remise. Si ça se referme, soit il se retourne rapidement et il frappe, il est capable, Olmo. Soit il fait une remise pour Ferran qui est entré de surface, il serait point de pénalty. Parce que là, le défenseur axial, il aurait fermé sur Olmo. Et du coup, Olmo remise directement sur Ferran. Ferran qui tente sa frappe, instant. Lucarne, 1-1. C'est facile le football. Donc je suis d'accord qu'Olmo n'a pas eu l'occasion vraiment de se montrer, n'a pas fait vraiment un gros match. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas été non plus beaucoup servi. Je trouve qu'il aurait pu apporter plus s'il avait été servi de temps en temps, dans des séquences assez dangereuses comme celle-là. Autre séquence assez intéressante ici, c'est les sorties de balles de l'Inter. Je trouve ça assez dangereux ce qu'ils ont fait. Et nous, notre manière de défendre, elle est assez risquée. On voit Koundé qui normalement est censé marquer Di Marco, mais qui ne le presse pas, qui est peut-être trop loin. Donc voilà, c'est pas lui qui fait le pressing, c'est Dani Olmo qui vient ici. Et on a Di Marco qui va toucher ici, qui va toucher la tête de, je pense que c'est Lautaro. Donc là, le problème, c'est qu'on est un peu en retard aussi au duel. Koubarsi qui est un petit peu trop loin de Lautaro peut-être, ce qui fait que Lautaro a le temps de contrôler, il n'est pas forcément gêné. Il y a De Jong qui vient, qui anticipe la remise sur Çalhanoğlu, je pense, et Lautaro qui va jouer intelligemment ici, qui va essayer, vous voyez la volonté de renverser directement, un piston qui vient toucher l'axe, donc en l'occurrence il vient toucher Lautaro, l'attaquant, et Lautaro qui a direct la volonté de jouer loin. Alors je pense que la passe elle n'était pas pour Barella, je pense qu'elle était pour Dumfries direct, il a voulu renverser direct de l'autre côté, mais il y a toujours cette volonté de l'Inter de on part d'un côté, on va toucher l'axe, on renverse rapidement de l'autre pour l'autre piston, tu vois, que ça soit Dumfries ou Di Marco, de chaque côté il y aura un piston qui sera seul, on va dire, la plupart du temps. Donc là, l'anticipation de Jong, elle est au final pas très bonne. Enfin, on est en infériorité, on le voit, puisque Olmo était allé presser. C'est ça le problème aussi. Olmo était allé presser le piston, ce qui fait que dans l'axe, il reste plus que 2 milieux de terrain, Pedri, Frenkie, et que Pedri était sur ici Mkhitaryan. Frenkie va sur Çalhanoğlu, donc il y a Barella qui est seul. Donc ils ont bien joué le coup franchement l'Inter. Là c'est mal donné et Barella peut pas l'avoir. S'il la laisse passer, peut-être que le ballon arrive à Dumfries et est tranquille. Là il juge mal le coup, il essaie de la contrôler, il dévie la balle. Mais bon, vous voyez les intentions un peu de l'Inter. Derrière Dumfries a essayé de prendre de vitesse Gérard Martin, mais quelle idée. À quel moment tu peux prendre de vitesse le GOAT? Gérard Martin est probablement le joueur le plus rapide d'Europe, du monde peut-être. Usain Bolt a de quoi avoir peur. Je vous le dis. Dernière séquence et on va voir là une sortie de balle de l'Inter. On joue en deuxième mi-temps. On va voir à quel point ils peuvent être dangereux aussi juste sur des sorties de balle. Mais franchement, faut qu'on soit beaucoup plus concentré dans notre pressing, dans notre marquage parce que là c'est compliqué. On va voir que déjà le fait d'avoir 3 centraux ça aide parce qu'il y a toujours un central qui est libre. On le voit ici les deux côtés. Ici nous on met beaucoup de joueurs dans l'axe ici. Alors le gardien avait joué avec ses défenseurs, ses milieux, tout ça. Donc ils avaient redonné au gardien. Donc c'est pour ça que ça a attiré les joueurs du Barça. On voit Lamine, Ferran et Olmo ici qui sont attirés. Là on a quand même ici, les gars, ça c'est le 3e central. C'est Bissek je crois qu'il s'appelle. Là c'était
Acerbi peut-être, je m'en souviens plus si c'était Acerbi ou dans l'axe, et de l'autre côté Bastoni. Donc on a quand même le troisième central qui est limite comme latéral, voire ailier, il est très très haut. Donc là, Lamine qui est venu resserrer dans l'axe, donc le gardien qui va jouer sur Bastoni, ici qui est complètement seul. Bastoni qui peut avancer, gagner des mètres, il vient carrément, il monte quasiment jusqu'au milieu de terrain. Koundé entre temps est sorti sur blessure, Eric Garcia était là. Eric Garcia qui garde Di Marco qui était très très écarté ici. Sur la séquence là, sur le plan vous allez me dire mais où est Dumfries? Eh bien il est tellement collé à la ligne qu'on ne le voit pas, mais il est dans le dos ici, dans le dos de Inigo. Inigo qui suit l'attaquant, Inigo qui a pris place, qui a pris la place de Gérard Martin en deuxième mi-temps, qui était donc latéral gauche. Et donc là, Bastoni qui n'est pas attaqué, donc qui avance. Au bout d'un moment, Pedri doit y aller, on va dire, donc il y va. Il faut bien que quelqu'un aille presser Bastoni. Et là, on va trouver le relais dans l'axe, encore une fois. Donc là, l'attaquant ici qui est laissé seul. Le fait que Thuram prenne la profondeur, eh bien, il y a l'autre attaquant qui vient demander la balle dans les pieds, tu vois, qui est libre généralement. Il vient presque comme un faux neuf, comme un milieu de terrain, là, en l'occurrence. Donc il est touché dans l'axe et il est complètement seul. Donc encore une fois, on part d'un côté gauche, là en l'occurrence, on trouve le relais dans l'axe. L'axe, qu'est-ce qu'il fait ça doit être l'attaquant, je sais plus qui c'est, si Lautaro était sorti ou pas. Qu'est-ce que fait l'attaquant? Il se retourne et il va orienter le jeu de l'autre côté. Il va trouver Dumfries qui est complètement seul de l'autre côté. Et ici en bas, ce qu'on voit, c'est le défenseur central droit, donc Bissek, qui va attaquer. Et il va être d'ailleurs assez dangereux, on va le voir. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a donc la balle qui va arriver sur Dumfries, qui est bien écarté sur son couloir. Si Inigo il sort, dans son dos, il y a Bissek qui part. Le problème c'est que Koubarsi s'il va sur Bissek, ici dans son dos, il y a Thuram. Si Ronald décale, dans son dos, il y a l'autre attaquant. Si Frenkie décale, dans son dos, ainsi de suite. Vous avez vu la ligne d'attaque que là, il y a l'Inter. On peut dire que l'Inter a posé un bus à l'aller, c'est clair, mais dans certaines phases de transition, en attaque, ils sont beaucoup, regardez le nombre d'attaquants qu'il y a là. Donc comprenez-moi, quand je dis que l'Inter a posé le bus ou quoi, c'est vraiment, je parle en phase défensive. En phase défensive, oui, l'Inter pose un bus, mais beaucoup de joueurs dans sa propre surface, ils sont en surnombre, ils sont tous en défense, mais ils peuvent aussi par séquence, par moment, être offensivement aussi très nombreux, prendre beaucoup de risques offensifs et être très offensif quoi du coup. Là on a quand même le défenseur central qui monte en attaque, qui part dans le dos du latéral. Et là Dumfries va pouvoir servir dans le dos d'Inigo, va pouvoir servir le défenseur central. C'est ouf, mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs en attaque, ils attaquent à 6. Donc évidemment, oui, l'Inter est une équipe très défensive, mais en transition, ça peut être aussi par moment une équipe très offensive. Et c'est ça qui en fait une équipe assez compliquée à jouer parce que tu sais pas trop sur quel pied danser avec l'Inter. C'est une équipe un peu caméléon, tu vois. Elle va par moment poser un gigabus, tu vas dire on va attaquer à 50, et puis d'un coup tu vas prendre une contre-attaque et eux ils vont attaquer à 50. Et tu vas être là, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça qui est compliqué aussi avec cette équipe. Et c'est ce qui en fait une équipe très dangereuse, redoutable et assez intéressante, on va dire. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, c'est pas trop mon football, mais on peut pas dire que c'est pas une équipe intéressante, l'Inter. Donc là, à la fin, on a Bissek qui va centrer. Ici, regardez, les deux attaquants qui sont quasiment seuls, très dangereux, parce qu'on a Koubarsi qui vient décaler, mais il prend un défenseur central dans sa propre surface. Koubarsi, il vient défendre sur le défenseur central adverse. C'est une dinguerie quand même, quand on y pense. Et on a Ronald qui est sur les deux attaquants. Donc heureusement, le ballon, il traverse. Je pense que Ronald là il la dévie un petit peu, j'ai l'impression. La balle après De Jong il shoot dedans, il la dévie, enfin c'est n'importe quoi. Puis après Di Marco il arrive derrière à 2 doigts de marquer. Action très dangereuse. Heureusement que Di Marco il avait encore les séquelles des dribbles de Lamine Yamal pendant tout le match, pendant toute la première mi-temps. Il a dû sortir après et être emmené à l'hôpital sous assistance respiratoire, c'est pas grave. Mais en vrai de vrai c'était une action très dangereuse et on sait que l'Inter ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux quand il y a des contre-attaques comme ça, peuvent apporter beaucoup de danger. Donc c'est pour ça que je dis que le Barça quand même a été au-dessus parce qu'ils se sont procuré beaucoup d'occasions et encore j'ai pas mis beaucoup d'occasions, de pas mal de frappes de Ferran Torres qui auraient pu apporter des buts et tout ça. J'ai pas analysé tous les buts non plus, pas de buts du Barça, ça servait pas à grand chose. C'était pour montrer un peu les points forts et les points faibles de chaque équipe, disons. Mais voilà, le match reste ouvert, ça va être un match très intéressant. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Alors, je change une petite chose. Évidemment, c'est Inigo. Inigo qui joue latéral gauche à la place de GG Martin. Araujo qui prend la place dans le 11. Garcia en latéral droit à la place de Koundé qui est blessé. Pas trop le choix, hein. Soit on met Garcia, soit on met Hector Fort.
Garcia qui a fait un bon match. À chaque fois qu'il a dû remplacer Koundé à ce poste. On verra s'il apporte autant que Koundé parce qu'on sait que Lamine sans Koundé, c'est pas non plus la même chose. Même si Lamine arrive quand même à se débrouiller. Mais Koundé, on sait que ça marche très bien entre les deux. Retour aussi de Chesney donc dans les cages. Et puis après, voilà, un milieu assez classique. Frenkie, Pedri, Olmo. Et une attaque Lamine, Ferran, Rafinha. Donc Baldé n'est pas convoqué pour ce match-là. Il ne pourra pas y participer malheureusement. Il n'est pas assez prêt. Il n'est pas prêt à revenir malheureusement. C'est comme ça. Lewandowski qui fait son retour aussi, qui est convoqué. Je pense pas qu'il sera titulaire. Je pense que Ferran va démarrer. Je pense que Ferran a fait un bon match la dernière fois et mérite aussi de démarrer. Il s'est reposé dans le dernier match pour pouvoir être à 100%. Donc nul doute qu'il va apporter. Ferran, il va essayer de peut-être fatiguer cette défense, j'en sais rien, se donner à fond. Et je pense que Lewandowski aura de toute façon peut-être 30 minutes dans le match et remplacera logiquement Ferran Torres. Donc il y a le débat, il y avait le débat Olmo-Fermin. Il y en a qui préfèrent voir Fermin, il y en a qui préfèrent voir Olmo. Moi je préfère voir Olmo, comme je l'ai dit. Je pense que dans les petits espaces, ça peut être un joueur qui est beaucoup plus intéressant que Fermin, même si Fermin est très en forme en ce moment et il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste en termes de qualité, en termes de profil, je préfère quand même voir Olmo. C'est comme ça, c'est mon choix en tout cas, mon avis. Maintenant, Olmo, faut le servir aussi dans les bonnes conditions ou le servir tout court, ça serait pas mal. S'il reçoit beaucoup de ballons, Olmo, il peut apporter. Maintenant, c'est sûr que s'il reçoit 2 ballons par mi-temps, ça va être compliqué et effectivement, on va pas beaucoup le voir. En termes d'animation, vous connaissez un peu l'histoire. On va avoir quand même deux attaquants, un peu comme à l'aller où Rafinha et Ferran Torres sont collés, on va dire. Lamine qui sera très écarté sur un côté. Olmo très haut aussi. Inigo qui prendra un peu le couloir. Garcia qui sera un peu en soutien de Lamine et il faudra qu'il fasse beaucoup de mouvements autour de lui pour le libérer du marquage parce qu'on a vu que Lamine, il avait beaucoup de joueurs qui étaient sur lui. Olmo qui pourra aussi venir ici s'incorporer là dans cette sorte d'attaque à 3, on va dire axiale. Olmo qui est aussi axial que Rafinha, on va dire. Sauf que Olmo, faudra vraiment qu'il fasse peut-être plus de mouvements pour qu'il l'attire, qu'il libère un petit peu plus Lamine aussi d'un marquage parce que Lamine, il y aura toujours beaucoup de joueurs sur lui et si Olmo il arrive à profiter de ça, il pourra peut-être combiner avec Lamine et ça pourra être intéressant, je pense. Après, on aura une défense classique assez haute comme ça, avec un Garcia qui reste un peu en soutien, un De Jong aussi qui, dans les contre-attaques, les transitions, on sait qu'il sera pas trop haut, logiquement, même s'il va y avoir beaucoup d'échanges entre Frenkie et Pedri, on sait que ça bouge beaucoup au milieu de terrain. Voilà, c'est tout pour ma compo, c'est tout pour l'avant-match. Je pense que j'ai fait le tour, les amis, il n'y a plus qu'à. J'espère que cet avant-match assez spécial, un peu différent d'habitude, vous a plu. J'avais pas parlé de la forme des équipes, de machin, je préférais revenir sur le match aller et ce qui s'est passé, je trouvais ça plus pertinent parce que ce week-end, nous on a mis l'équipe B pour aller gagner ce match. L'Inter c'est pareil, ils ont mis l'équipe B. Donc parler du dernier match de ce week-end, ça n'aurait pas vraiment de sens. Côté Inter, il va y avoir des retours de poids, de taille. Il y a le retour de Lautaro qui s'est blessé, qui est déjà de retour. On sait qu'en Italie ça fonctionne plutôt bien les picouzes. Non, ça va, je rigole. S'il y a des interistes, je plaisante, on tatine. Mais quand même, donc et du coup, il y a le retour de Lautaro et de Pavard aussi. Second poteau, vous connaissez, qui avait été remarquablement bien remplacé par Bissek, qui avait fait son match. Cette fois-ci, donc Pavard sera de retour. Est-ce qu'ils seront vraiment en pleine forme pour pouvoir être très bons dans ce match-là, suffisamment pour tenir un Rafinha ou peser sur cette défense du Barça concernant Lautaro, je ne sais pas. Mais voilà, on sait déjà que Thuram de base il revenait de blessure, il devait peut-être pas jouer contre le Barça, il a été titulaire, il a marqué au bout de 30 secondes. Donc attention aux joueurs qui reviennent de blessure en Italie parce que ils ont un surplus de boost. Je sais pas d'où vient le truc. Quelle est la potion? Faudra demander à Astérix et Obélix peut-être, qui sait. Donc on se retrouve demain les amis pour le live d'avant-match et ensuite pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, essayez de dormir un petit peu. À demain.